Alors, prenez le micro, on peut s'installer, on peut s'asseoir, ce sera plus confortable pour échanger. Régis Boisseau, alors... Un, deux, oui. Bonjour à tous. Merci, bonjour. Alors, vous êtes délégué régional sud-ouest de SEMAE, qui est l'interprofession des semences, hein, n'est-ce pas? Oui. Écoutez, voilà, on va parler maintenant du changement climatique et de l'évolution du climat sur les espèces, enfin sur les semences. C'est ça. Et donc, vous avez, je crois, un support. Oui. Alors, on va attendre sa mise en place. J'ai comme l'impression qu'il y a un petit... Non, ça va démarrer. Parfait. Voilà, super. La technique suit. Merci beaucoup. Écoutez, je vous laisse la parole. D'accord, merci. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'un outil qu'on s'est donné au niveau de la filière semences pour... comme on l'a vu avec la présentation précédente, on anticipe un certain nombre de difficultés. Alors là, il a été présenté pour l'aspect conso, pour l'aspect commodité. Et sur nos aspects de production de semences qui sont un peu situés en amont, on se dit il y a sans doute des impacts. Et puis on a essayé de mener cette étude de manière transversale sur toutes les espèces de semences qu'on a en France. Alors je ferai bien sûr un petit focus du maïs, parce que dans le 64, c'est un peu compliqué de faire l'impasse. De ne pas parler maïs, évidemment. Et avant, juste pour replacer un peu ce que c'est notre filière semences, c'est tous les acteurs qui composent notre filière. Donc ça va depuis la création des variétés, en passant par la production des semences, par les agriculteurs multiplicateurs, qui travaillent avec des entreprises productrices qui vont récolter et mettre en sac le maïs, l'analyser, enfin le maïs et autres semences. Et après, il y a tout le circuit des distributeurs qui va apporter les semences à disposition des agriculteurs. Et puis, au bout de notre filière, et c'est pour eux qu'on travaille, il y a tous les utilisateurs, qui soient de nature professionnelle, comme les agriculteurs que certains d'entre vous sont, ou des amateurs, comme les jardiniers pour les semences potagères. Oui, c'est ça. Ça intègre vraiment tous les acteurs qui peuvent avoir recours aux semences. Voilà. Et on va dire, de la création jusqu'à tous les utilisateurs, y compris les particuliers. Oui, parce que toutes nos semences, c'est bien pour une utilisation à la fin, parce qu'il peut y avoir des besoins différents en fonction des domaines. Et puis, une responsabilité, on est une filière d'amont, c'est d'être en capacité de fournir toujours les semences adaptées pour l'activité agricole qu'on a en France et en Europe. Alors, pour passer... Oui, alors c'est vous, effectivement, c'est vous qui contrôlez. Alors, en quelques chiffres, on est une petite filière en termes de surface, puisqu'on fait un peu moins de 400 000 hectares, mais on est une filière avec un poids économique certain, puisqu'on dégage quand même un chiffre d'affaires qui avoisine les 4 milliards d'euros. Derrière les acteurs de la filière, c'est entre 17 et 18 000 agriculteurs multiplicateurs. Ça aussi, c'est une spécificité du système français. Ce n'est pas de la production de semences intégrée comme on peut voir dans les autres pays. Près de 240 entreprises de production de semences. On va trouver des privés, on va trouver des coop. Les entreprises de distribution, alors il y en a beaucoup parce qu'on compte aussi les petits coins de fourniture des semences potagères qu'on a dans les supermarchés. Et ça représente quand même 11 000 emplois. Ils sont répartis dans les territoires, un peu partout en France, sur la carte que vous avez sur la droite. Caractéristique aussi de notre filière, on a une responsabilité de fourniture de l'agriculture française en semences de qualité et en quantité suffisante de semences. Mais il faut savoir que sur les grandes espèces, type maïs, tournesol, colza, pour 2 grains qui sont produits, il y en a un qui est destiné au marché français et un qui est destiné à l'export. Et cet export, ça a été un moteur de développement de la filière avec des marchés assez différents de ceux qu'on peut avoir en France, donc un besoin de variétés différentes. La filière semences française participe largement à la balance commerciale de la France. Quasiment 1 milliard d'excédent commercial sur la balance semences. Voilà. Et ça nous positionne en tant que filière d'excellence à l'export, puisqu'on est premier exportateur mondial de semences de maïs, premier en oléagineux, deuxième en pommes de terre, ainsi de suite. Donc on a cette ambition de produire des semences pour la France, mais aussi pour le reste du monde.
Et donc, en tant que filière amont, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de la qualité et les typologies des produits qu'on fait. Il faut répondre à une diversité d'agriculture déjà, rien qu'en France, parce qu'entre les producteurs de maïs du sud de la France et du bassin parisien, ils ne veulent pas les mêmes variétés. Entre ceux qui font des cultures conventionnelles et des cultures bio, ce n'est pas les mêmes variétés, ainsi de suite. Ceux qui vont faire des patates pour les frites ou des patates pour les gratins, ça ne va pas être les mêmes variétés. Donc on a une diversité à maintenir, tout ça pour garantir une souveraineté semencière et donc alimentaire, ne pas être dépendant des autres pays pour assurer notre fourniture en semences. Et puis bien sûr, dans le contexte du changement climatique dont on parle ce matin, il faut apporter des solutions en termes de semences, les solutions génétiques de variétés adaptées, et puis il faut aussi préparer notre réseau de multiplication pour ces dérèglements et changements climatiques. Donc, au niveau de la filière, moi je représente CEMAE, c'est l'interprofession des semences et plants. Chez nous, il n'y a pas d'entreprise qui adhère, mais on rassemble toutes les fédérations. Mais vous verrez tout à l'heure la FNP-SMS, qui fait partie des gens avec lesquels on travaille. Et on essaye de se fédérer ensemble pour avoir aussi des actions multi-espèces. Donc tout à l'heure, mes collègues parleront de la spécificité maïs. Et nous, l'approche qu'on a eue sur le projet climat, c'est d'avoir une approche globale sur notre réseau de multiplication de semences. Et donc, c'est arrivé d'autant plus naturellement que depuis 2021, avec le changement de dénomination du GNIS qui est devenu CEMAE, on a cherché d'une part à s'ouvrir et travailler plus en transversalité. Et à ce titre-là, on a créé une commission transversale innovation et prospective qui s'est emparée de ce sujet du changement climatique. Parce que ce qu'on avait, c'était des sujets travaillés par les filières. Donc il y a la filière maïs qui a beaucoup travaillé sur le changement climatique. Mais on a beaucoup d'outils qui sont propriétaires ou alors qui sont orientés pour une espèce et en tout cas sans la spécificité semence. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas du tout pareil en semences qu'en conso. Je vais prendre rien que l'exemple des betteraves. Les graines de betterave, à part pour nous, ça ne sert à rien. Ça sert juste à planter et pour faire des racines après. Donc, produire des graines, ce n'est pas la même chose que produire des racines. Et donc, le changement climatique impacte différemment. C'est pour ça qu'on a créé et lancé cette étude entre CEMAE et AXA Climate. Comment on s'y est pris? Donc déjà, on a choisi un périmètre réduit parce qu'on est en première phase de l'étude. En essayant de couvrir un peu tout type de sections, les grandes cultures, les fourragères, les potagères. Donc on a choisi 18 espèces et on a identifié les 30 zones pédoclimatiques qui correspondent à notre activité de production de semences et on s'est focalisé là-dessus. Pour chacune, chaque espèce, on a essayé d'identifier des dangers climatiques en s'appuyant sur de l'expertise des membres de la filière, des scientifiques. Je reviendrai sur ces types de risques. Et puis pour chaque risque, par exemple un risque gelé, on s'est dit quand est-ce que ça se passe, à quel moment il faut le regarder et comment on va noter l'échelle de criticité. Par exemple, le risque gel, ça va être au mois de mars-avril et ça va devenir problématique quand un jour sur deux, il y a une température négative. Et si jamais il y a 2 jours consécutifs, c'est beaucoup plus grave, 3 jours, et ainsi de suite. C'est toute l'expertise que vous pouvez avoir qui va être mis à disposition et qui va déterminer le modèle à analyser. Voilà, c'est ça. Et nous, on a l'expertise du risque au travers des différents experts filières. Et on a confronté ça à l'expertise climatique de AXA, qui est capable de nous dire, par rapport au modèle, ce risque-là va arriver ou pas. Peut-être que c'est intéressant d'expliquer ce que c'est qu'AXA Climate, rapidement. Peut-être que vous le faites après. Mais non, je ne le ferai pas. Mais AXA Climate, en fait, c'est une filiale du groupe AXA qui s'est spécialisée dans l'exploitation des modèles climatiques pour faire de la prévision, de l'analyse de risque prévisionnel au service. Alors, ils travaillent beaucoup sur l'agriculture, mais pas que. Oui. Et c'était la première fois qu'ils faisaient une étude spécifique semences. Ils ont fait déjà des études pour des grandes coopératives et autres. Mais sur l'aspect semences, c'était la première fois qu'on faisait ça. D'accord. Donc, à retenir aussi, c'est que nous,
au jour d'aujourd'hui, dans cette étude, on ne propose pas de solution. Nous, ce qu'on essaie de voir, c'est comment on peut évaluer l'évolution du risque entre aujourd'hui et demain si ça ne change pas. C'est plus de dire si on n'agit pas, voilà... Toute chose égale par ailleurs. Voilà, exactement. Si on n'agit pas, voilà ce qui va se passer. Alors, les 18 espèces, je ne vais pas en faire le détail, mais elles sont assez diverses. On a des autogames, on a des espèces hybrides, on a des oléagineux, on a des plantes à fibres. On a des patates. Pardon ? On a des patates. On a des patates. Alors, bon, au niveau du sud-ouest, au niveau des patates, c'est assez calme, mais nos collègues du nord, eux, sont très... Nord, centre et Bretagne sont très, très sensibilisés là-dessus. Et puis, voici les 30 zones sur lesquelles on a décidé de porter l'étude. Pour vérifier la représentativité, on a projeté sur ces 30 zones les hectares de semences qu'on fait aujourd'hui. Donc on a une représentativité de l'étude de 86%. C'est énorme, donc, en fait. C'est une grosse étude, oui. Donc on a un bon échantillon représentatif de nos zones valeurs aujourd'hui. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si ce sera les mêmes zones demain. Et ça fait partie des questions qu'on soulève. Les scénarios, il y en a plein, des scénarios climatiques, ça a déjà été évoqué. Nous, on a choisi un pessimiste qui, au fur et à mesure du temps, devient probable, malheureusement. Et puis un optimiste. Donc, je passe sur leur code, mais en tout cas, à chaque fois, vous verrez deux types de courbes, un pessimiste et un du optimiste. GIEC, ce sont les scénarios du GIEC. Tout à fait. Oui. Et donc, AXA Climate amène son expertise dans la modélisation de l'évolution du climat. Nous, on a un certain nombre de fédérations et d'instituts qui travaillent avec nous, qui ont l'expertise spécifique semences sur l'évaluation des risques. On compile tout ça et ça nous donne des calculs de score de risque entre 0 et 1. 0, le fait qu'on soit confronté à ce risque, ça n'arrivera pas a priori. Et puis 1, il y a toutes les chances que ce risque arrive. Alors les risques, là vous avez là on rentre dans le maïs. Voilà, un exemple pour le maïs. Premier risque, un risque de type gelée. Les jours consécutifs à 0 degré. On va considérer que si jamais sur la période avril, mai, juin, donc sur la partie droite du tableau, on va compter le nombre de jours de risque, le nombre de jours où la température est inférieure. Les nombres de jours consécutifs, où la température est inférieure à 0 degré. De la même façon, sur la partie récolte, on a le comptage du nombre de jours consécutifs à moins 2, et ainsi de suite. On a tout un tas d'indicateurs qui vont aller suivant les espèces entre 6 et 12 types de risques climatiques. Et on n'est que sur le risque climatique. Mais en fait, il y a tous les risques. Il y a les risques climatiques. Il y a des 1 partout, c'est ça que je veux dire. Toutes les colonnes, de toute façon, les lignes, oui, il y a des 1 partout. On a identifié, on a cherché les problèmes. On cherche les problèmes. Nous, là, vous les avez trouvés, oui, effectivement. On ne cherchait pas les aspects positifs. Ça, c'est vrai, c'est un biais assumé de l'étude. On ne cherche pas ce qui va aller mieux. On cherche ce qui va aller moins bien ou pareil. Oui. Ensuite, quand on compte ce nombre de jours, par exemple, sur les jours consécutifs à moins 2 degrés, on va considérer que quand la fréquence d'arrivée de ces séquences de 2 jours à moins de 2 degrés, elle est inférieure à 0,1. Sur la période qu'on va regarder, le risque, il est nul. S'il y a 2,75 fois les jours consécutifs inférieurs à moins 2, on sera sur un risque élevé. Et s'il y a 5 jours consécutifs à moins 2 sur la période ciblée, on sera en risque fort. Donc ça nous permet pour tous les risques et toutes les espèces d'avoir une cotation du risque qui est comparable. C'est ça l'intérêt. On peut comparer des espèces, on peut comparer des territoires. Et tout le temps, à la fin, ça va nous donner une note entre 0 et 1, quel que soit le fait. Soit on regarde une température moyenne, soit on regarde des jours consécutifs, soit on regarde des millimètres de pluie. De toute façon, ça débouche sur un score entre 0 et 1. Alors ça donne quoi? Ça donne ces petites courbes. L'exemple, c'était pris pour la pomme de terre en Meurthe-et-Moselle. Vous avez sur le premier risque froid, enfin la classe de risque froid, vous avez
le nombre de... Alors, j'arrive pas à lire, je suis un peu loin. Oui, il faut s'approcher pour lire. Le sol, le nombre de jours avec le sol à 8 degrés, ça c'est le premier risque. Le nombre de jours de gel consécutifs inférieur à -2, c'est le deuxième risque froid. Le nombre de jours de gel consécutifs à -2, mais sur une autre période, et ainsi de suite. On a 5 risques froids. Et dans notre calcul, on va calculer ces 5 indicateurs entre 0 et 1. Et on va regarder celui qui évolue le plus défavorablement. Et les trois points, c'est dans le temps? Alors, les 3 points, oui, tout à fait. Le premier, c'est aujourd'hui. Oui. Le second, c'est 2030. Et le dernier, c'est 2050. D'accord. Ah oui, c'est mieux. C'est vrai. C'est vrai que c'est plus clair. Parce que sinon... Et donc, on va regarder pour chaque classe de risque, le risque qui évolue le plus fort. Oui. Et on va retenir celui-là. Pareil sur la classe température. Là, celui qui évolue le plus fort, c'est le nombre de jours supérieur à 30 degrés sur la partie juin-septembre par rapport aux autres, puisqu'il est à 0,03 alors que tous les autres ne dépassent pas 0,01. Oui. Pareil sur les besoins en eau. Et vous n'en retenez qu'un? Et on n'en retient qu'un. D'accord. Parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire des comparaisons entre les espèces aussi. C'est pour ça qu'on n'en retient qu'un. Oui. Parce que sinon, on comparerait des risques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, on fait une moyenne de ces différents risques pour avoir un score global. Donc là, sur notre indicateur pomme de terre Meurthe-et-Moselle, échéance 2050, ça passera à 0,61. Et dessous, ce que ça indique, c'est que ce score de risque, il est conditionné à 54% par un problème de ressources en eau, à 40% par un problème de froid, et à 4% par un problème de température. De quelque chose de très 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 compliqué, vous arrivez à identifier 1 avec un score entre 0 et 1 et 2 avec 3-4 critères qui sont les plus importants. C'est ça, exactement. D'accord. Donc ça nous permet de faire des comparaisons, ça nous permet de faire des cartographies. Par exemple, au niveau de la filière maïs, la filière semences dans son ensemble, aujourd'hui, on est à un score de risque qui n'est pas nul, puisque aujourd'hui, on a exposition à des risques de gel, à des risques de manque d'eau, des risques chaleur. Évalué sur l'ensemble de la filière, il est à 0,43. Déjà aujourd'hui, on est à 0,43. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, on a des moyens, des éléments de maîtrise, comme l'irrigation, comme les décalages de semis, qui nous permettent de gérer ce risque. Mais ce risque existe. Et ce qu'on va regarder, en fait, c'est l'évolution de ce risque dans le temps. Et 2030, ce risque, globalement, sur la filière, l'ensemble du panier des espèces, des 18 espèces, il évolue pas beaucoup. On passe de 0,43 à 0,48. Mais ça masque tout un tas de différences entre espèces et territoires. Ce qu'on voit, par contre, c'est qu'en deuxième risque, aujourd'hui, on avait le froid. Et 2030, le deuxième risque, c'est plus le froid, c'est les vagues de chaleur. C'est les excès de chaleur. Oui, donc il y a une inversion et c'est la chaleur qui deviendra le deuxième risque, toujours après la ressource en eau. Oui, c'est ça. Alors, avantage, le premier risque, c'est la ressource en eau. Alors, avantage ou inconvénient, mais en tout cas, c'est un risque qui est un peu plus maîtrisable. Parce qu'on peut avoir de l'irrigation, on peut avoir d'irriguer. Oui, mais bon, le risque température, c'est plus compliqué. Hormis de trouver des super variétés qui résistent à plusieurs jours, à plus de 35 degrés, par exemple, au moment de la floraison. Mais en tout cas, la ressource en eau, on peut la gérer. Ce qu'on a regardé aussi, c'est par rapport à l'évolution de notre sol semence française, comment se répartissent les risques. Donc aujourd'hui, on a quelques zones où on a 7% des surfaces qui sont en risque faible à nul. C'est le petit trait vert aujourd'hui. Ensuite, en risque modéré et élevé, on est à 60%. Et 60% en risque modéré et 30% en risque fort. Ça, c'est aujourd'hui la situation. Si on regarde l'intégralité... Là, vous regardez le petit graphique de droite. Voilà, de gauche. De gauche, pardon. Enfin, oui, de gauche. Baseline. Baseline, ça, c'est l'état des surfaces. On a en gros 60% qui sont en risque modéré, 30% en risque fort et 7% qui sont en risque faible. Et puis après, on refait ce calcul, comment vont se répartir les surfaces à 2030.
on a du risque extrême qui commence à arriver. Et 2050, on a une zone de production avec des risques extrêmes qui sont clairement là, hein, de plus de 5% en 2050. Donc ça nous dit déjà, il faut qu'on se pose des questions. On a des zones où la production de semences, si on ne fait rien, elle peut être mise en cause. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'objet de l'outil, c'est pas encore de trouver des solutions, c'est de se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'il faut regarder en priorité ? On va pouvoir regarder aussi en espèces. On va calculer le score aujourd'hui, le score en 2030. Bah, si on va en bas au niveau positif, le trèfle incarnat, globalement, à l'échelle française, bah, c'est positif. On a un risque, enfin, c'est pas très négatif. On a un risque qui n'évolue que très peu. On passe de 0,16 à 0,23. Par contre, si on regarde les pois de printemps... Les légumineuses sont plutôt favorisées. Quand on regarde trèfle incarnat, haricots, luzerne, oui. Ils sont plutôt dans enfin, le bas. Le pois, c'est une légumineuse alors oui, aussi. Oui le pois, oui, effectivement, lui, non. Non, on a certaines espèces oui, qui sont un peu moins touchées, mais on en a d'autres, oui, comme les pois, qui sont aujourd'hui déjà à risque sévère, et ça sera encore pire en 2030, que ce soit pois de printemps ou pois d'hiver. Le maïs, on voit que globalement, si on fait la moyenne de tous les territoires, on passe de 0,5 à 0,62, donc une évolution de risque de plus 14%. Oui. Le maïs, il est quand même... le problème, c'est que c'est les grandes espèces. Orange, en fait. Le maïs, le tournesol, la betterave, la pomme de terre. Donc, ça commence à faire beaucoup de choses à regarder. Ouais. Et ça fait partie des grosses productions qu'on a en production de semences et plants. Il y a un gros sujet, oui. Ouais. Après, une autre représentation. En bas, vous avez le score de risque aujourd'hui tel qu'il est représenté. Sur l'axe des ordonnées qui monte, c'est le score de risque demain. Et puis chaque point correspond à une zone et la couleur correspond à une espèce. Donc vous avez les points bleus, c'est les différentes zones de production de maïs et sorgho. Si le point se retrouve en dessous de la courbe, ça va mieux. Sur la courbe, ça ne change pas. Et au-dessus de la courbe, ça s'aggrave. Donc vous avez une majorité des espèces qui se retrouvent plutôt au-dessus. Oui, ce n'est pas une grande surprise. C'est clair. Ça a le mérite de comparer tout le monde sur un même graphique. Et puis avec des scores de risque qui ne sont pas tout à fait les mêmes, hein, parce que plus on est en bas, plus le score de risque est faible, et plus on est en haut, plus le score de risque est fort. Ceux qui sont en haut à gauche, c'est lin et chanvre qui sont les plus touchés là Alors en haut, c'est plantes potagères et florales. Ah oui, plantes potagères et florales. En dessous, on va retrouver les betteraves, et le maïs, les plantes oléagineuses, les céréales à paille qui sont à peu près dans le milieu inférieur, et en bas, les semences fourragères et gazon qui sont sans doute les moins touchées. Les moins touchés, d'accord. Et quand on regarde pour le maïs, on se focalise que sur une espèce par rapport à aujourd'hui. Donc ça, chaque point représente les zones de production de maïs semences. La couleur correspond à l'évaluation du risque. Donc entre aujourd'hui et 2030, on voit qu'il y a des zones qui passent de orange à rouge foncé. Et donc à droite, vous avez le graphique qui représente les espèces, la part des surfaces. Et donc on était en gros avec un 20% en risque modéré, et on va retrouver en 2050 avec 20 à 25% en risque extrême. Toujours si on fait rien. C'est pas notre ambition. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Vous faites toute cette analyse pour justement pouvoir agir. Voilà. Alors c'est à destination des agriculteurs, c'est à destination des professionnels, pour susciter le travail collectif, et puis c'est à destination aussi des pouvoirs publics. Voilà, si on ne fait rien par rapport aux stratégies de maîtrise de l'eau, voilà ce qui peut arriver. On peut le faire aussi par bassin de production. On voit que sur la petite courbe, vous avez le risque qui passe de 0,55 à 0,69 ou 0,70 suivant le type de scénario climatique qu'on prend, donc pas une grosse différence. Mais là encore, on retrouve aujourd'hui avec un risque majeur sur les besoins en eau, ensuite le froid et ensuite la chaleur, alors qu'en 2050, on est sur besoin en eau, chaleur et froid. Donc chaleur, froid parce qu'il y aura moins de gelées, en tout cas il y aura moins des gelées moins tardives.
Et puis sur la droite, on a repris toutes les zones de production de semences et on voit qu'elles ont des comportements contrastés. Par exemple, entre les Landes 1, c'est la façade atlantique, on a une évolution de risque qui reste modérée, on est à 0,41, alors que Landes 2, c'est la partie des Landes qui est plus dans les terres, là on est à une évaluation à 0,69. Donc il y a vraiment des dynamiques territoriales qui sont très fortes. Et puis, suivant certains bassins, on se dit, voilà, quand les Landes 1, ça évolue pas beaucoup. Quand on regarde l'Isère, par contre, on passe de 0,50 à 0,77. Donc là, on est dans les risques extrêmes en 2050. Dans le Tarn, on est à 0,57, on passe à 0,76. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait des productions de semences de maïs dans ces zones-là? Il faut qu'on se pose la question. Comment alors, soit on se dit, on n'a aucun élément de maîtrise, donc il faut qu'on réfléchisse autrement. Soit, qu'est-ce qu'on met comme élément de maîtrise, par exemple, par rapport, puisque notre risque majeur, c'est le besoin en eau, pour assurer la pérennité de ces productions sur ces zones-là. Donc, cette première version de l'outil, elle a l'avantage de gommer les différences interspécifiques en donnant un score de risque qui est compréhensible pour tous. Pour tous, oui. Ça permet de prioriser les impacts entre les espèces, les zones de production. On peut faire une étude sur tous les axes. Et puis, on est sur la première version, mais on peut déjà commencer à poser quelques questions par rapport à des risques identifiés qui évoluent fort. Et demain, on réfléchit à faire une version 2 pour être un peu plus, pour diffuser plus largement l'outil, pour que les agriculteurs, les établissements, les coopératives semencières puissent faire leur propre simulation par rapport à leur zone. Et puis pourquoi pas aussi regarder d'autres espèces et d'autres zones. Parce qu'on se dit peut-être qu'on a des zones de production où ça sera compliqué de mettre en place des éléments de maîtrise et qu'il faut qu'on regarde autour, sur des zones où on ne produit pas de semences, qu'on n'a pas aujourd'hui dans notre échantillonnage. Et puis on n'est pas en capacité sur cet outil de tester l'évolution, l'impact que ça peut avoir sur le risque par exemple, d'une politique publique. Le gouvernement décide que l'eau destinée à l'irrigation des semences doit diminuer de 10% sur les 2 prochaines années. On n'est pas en capacité de dire comment ça impacte le risque. Oui. Donc ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Vous voulez vous en servir aussi comme un outil de modélisation, ce qui permettrait de tester des... Alors, outil de modélisation, on va être sur de la modélisation vraiment globale. Oui, au macro, niveau quoi. Macro. Sur modélisation par espèce, là, je laisserai plus mon collègue du maïs en parler, où ils ont des choses beaucoup plus fines. Mais nous, c'est plus dans l'idée, voilà, est-ce que les filières ont pris la mesure du risque, de l'évolution du risque, et est-ce que les pouvoirs publics aussi ont bien conscience de l'impact de l'évolution des politiques sur le risque de ne plus pouvoir produire de semences, et donc la conséquence aussi, c'est de ne plus pouvoir alimenter suffisamment en production de semences et d'être dépendant de l'achat de semences à l'extérieur. Et puis enfin, on voit ce qui sort de ça, c'est le risque majeur, c'est ressources en eau. Donc il faut qu'on maîtrise la ressource en eau. Et puis par rapport à la température, la résilience des plantes, on a un levier très fort qui est l'innovation variétale. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être capable de maîtriser cette ressource en eau pour assurer le maintien de notre capacité productive. Et puis il faut maintenir aussi les capacités d'innovation de la filière pour proposer des solutions génétiques pour des plantes qui sont capables de subir le dérèglement. Parce que là, on parle beaucoup du changement. Nous, dans notre modèle, on fait des projections. Mais le changement brutal du climat, on n'est pas capable de le modéliser. Mais on sent quand même qu'il faudra que les plantes elles soient solides, quoi, demain, que des jours à plus de 35, ça arrivera. Donc voilà, il faut qu'elles puissent redémarrer après. Elles ne peuvent pas bouger. Nous, on peut se protéger, mais elles, non. Très bien, merci beaucoup pour cette étude. C'est super intéressant et effectivement, on mesure l'enjeu évidemment de cette production de semences qui, on voit bien, est très très répartie sur l'ensemble du territoire français. Et j'imagine qu'on a déjà vu bouger en fait les zones de production de semences sur les 10 dernières années. On sent qu'il y a des prospections sur certaines espèces, des tests, parce que
des occurrences de problèmes climatiques deviennent un peu plus fréquentes. Et puis parce que aussi, il n'y a pas forcément des éléments de maîtrise. Alors, ce que ne prend pas en compte le modèle, c'est aussi l'impact que va avoir le climat sur tout ce qui est ravageur. Eh oui. Ravageur. Donc, si on n'a pas les outils pour la défense et produits de protection des plantes, on a des zones, par exemple dans le sud-ouest, sur certaines espèces, sur lesquelles l'absence de certains produits phyto ne permettent plus de produire la semence dans le sud-ouest et que ça remonte vers le bassin parisien. Très bien, merci beaucoup. C'était très clair et passionnant. Merci. Avec plaisir. On peut l'applaudir, effectivement. Vous avez raison. Merci. Et je crains qu'on n'ait pas le temps de questions, mais si jamais on en avait une... Si jamais il y en a, de toute façon, on a un stand. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Évidemment, sur le stand de SEMAE, d'aller poser vos questions. Et écoutez, merci. Avec plaisir.